Top 100 all time, top 100 all time. Le top 100. Yes sir. On rentre dans le top 40. Nous sommes officiellement dans le top 40. Mais tu sais que ça commence à... ça commence à, comment on dit, trembler des miquettes là ou je sais pas quoi là. Bien sûr, ça tremble du menton, ça bouge des miquettes, on s'installe peinard. Comment ça va Alex? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. Ouais. Ouais, un bon petit lundi comme il faut quoi. Car c'est le meilleur jour de la semaine. Best day of the week, évidemment. Tout à fait, du ça coup. change pas. Ah bah ça bouge non. pas, même en 2020. Ah Ici, non. en 2020, attention. Compliqué. Ouais, beaucoup de choses ont été remises en cause. Il y a eu du lundi compliqué. Il y a eu plus d'un lundi compliqué, mais Ouais. comme vous le savez, on a repris récemment le top 100 all time et on a dit on commence une assiette, on la termine. Exactement. Nous serons avec vous tous les prochains lundis pour savoir qui est le numéro 1 de ce top 100 all time, le Voilà. numéro 2, le numéro 8 aussi, le 10, le 24, le 14 et le 37. Ah bah, je te cache pas que quand tu commences à rentrer dans le top 15, j'imagine que dans le top 15, tu vois, on a quand même un paquet de noms en commun. Par contre, l'ordre... Va voir déjà si on a les mêmes blazes. Oui, peut-être pas tous les mêmes blazes, mais enfin, on doit avoir, je pense, quand même un paquet de blazes en commun dans le top 15, sinon ça va mal finir. Ça risque, dans Tu tous les vois ce que cas, je veux dire. ça risque de mal À un finir. moment Ça c'est donné, sûr et certain. Voilà quoi. Je suis bien d'accord. Ce qui me permet notamment de dire à ceux qui n'ont toujours pas fait l'exercice de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ont eu la flemme de faire le top 100, le top 80, le top 60, n'hésitez pas à faire le top 40, on y est. Et ceux qui nous écoutent ou nous regardent en mangeant, bah bon appétit. Évidemment, bon appétit Alex. Cette semaine, qu'est-ce qu'on mange? Faut que j'arrête avec les tartares. Oui, hein, t'as le sortir. Hein. Ouais. Un tartare de courgettes cette fois. C'est hyper original. Tartare d'aubergine, j'ai dit. Mhm. C'était bien. C'est bon, hein. Je Oui. recommande, hein. Franchement. Qu'est-ce qu'on mange? Une tarte à la tomate. C'est très très bon. C'est pas un tartare, hein, c'est une tarte à la tomate. Tarte à la tomate, petite pâte, petit badigeonnage de moutarde avec juste des tomates en rondelles, là, très simple. Tu peux Magnifique. éventuellement mettre un petit peu de gruyère avant de mettre au four. Ah oui. Franchement, c'est bon. Ça, on est pas Ça mal. passe tout à seul. fait. Très bien, très bien. Moi, je vais partir sur un petit saumon avec des linguinés. Ça Oui, passe bon, toujours. classique, quoi. Bien sûr, mais oui, mais avec du fenouil, c'est très bien. N'hésitez pas à mettre du fenouil dans les linguinés. En espérant, vous aussi, que vous avez passé déjà une bonne semaine dernière et que vous démarrez bien la semaine. La team Quinoa, la team Trône, toutes nos teams, ceux qui sont à la salle, dans les bouchons ou qui font quoi que ce soit, fait chaud, hein, donc on s'hydrate bien, on se mouille la Ceux nuque. qui regardent en 2026. Ouais, aussi. C'est le top 100 time de la chaîne YouTube de Trash Talk, hein, Voilà. ceux qui n'ont toujours pas compris. C'est ça, exactement. Donc vous pouvez refaire tous les épisodes précédents puisqu'on a fait les places 100 à 38. La semaine dernière, Ouais. t'étais taquin. C'est-à-dire Bah, t'avais révélé des joueurs qui étaient fort sympathiques. Ah, j'ai... Meneur. J'étais en mode C'est meneur, dont deux enfin meneur, James Harden et combo, on va dire ça comme ça. C'est plus un 2 quand même. Hein. Oui, Des arrières, c'est ça. dont deux actuels. C'est ça, avec un petit Canadien. Si vous voulez, vous pouvez regarder l'épisode de la semaine dernière. Moi aussi, j'ai mis 2-3 trolls comme il faut. Et donc, du coup, comme on l'a dit la semaine dernière, n'hésitez pas à reposer des questions pour ceux qui en ont, à la fois soit sur le classement, le vôtre, ou la façon dont vous voyez le top 100 all time. S'il y a des questions que vous avez posées, on n'y répond pas forcément, eh bien, c'est qu'on y a probablement répondu dans les épisodes précédents. Ouais. Et vous inquiétez pas aussi, ces questions-là, on pourra en récupérer dans les futurs épisodes. On refera peut-être des sessions un peu genre, bon, voilà, Jean-Michel nous a Mais demandé. là, on est plus en mode on envoie le pâté là. On envoie le pâté là. On n'a pas de temps à perdre, tout à fait. Et bah, tu sais quoi? Ouais, vas-y. La dernière fois, on avait fait une intro d'1 quart d'heure. Tablette. Cette fois, on fait une intro de 3 On minutes. passe pas les 60 noms en revue là. Non. Non, mais par contre, ce que je te propose, c'est que je monte le tableau et que je te passe les tablettes en même temps. T'es Allez, chaud? vas-y, envoie le tableau. Léonce! Voici le tableau d'Alex, donc avec les places 100 à 40. Ouais. Magnifique petit tableau, made by Léonce. Et voici mon tableau, pendant que je te donne ici ta Une tablette. tablette. Voici avec un stylo, c'est pas tout C'est mal. bien. Hop, c'était un bout de quelque chose en plus. Bon, peut-être, tu vas peut-être avoir un mouchoir là. Tu en as? Très bien. T'en veux? Ouais, volontiers. Pour ceux qui n'ont pas mis du gel, évidemment, on s'en met merci, on s'en met plein les mains. Hein. Attention, on se check avec le coude. Et donc, on va faire les places 39, 38 et 37 aujourd'hui. D'ailleurs, si certains aussi se sont posé la question, est-ce qu'on fera que des 3 par 3? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est même vraiment pas sûr. Ouais. Si vous êtes sage, peut-être que parfois on passera C'est sur possible des... que ça soit pas comme ça en fait. Tout à fait. On peut peut-être les faire par la suite un par un, et puis pour le top 10, on le fait en une vidéo. Ah, ça pourrait être sympa ça, le top 10 en une vidéo. Comme un top 10 quoi. Ça pourrait être putain. sympa, non? Oh putain. N'empêche, à étudier. À étudier. Allez, Allez, on est en place 39. je vais mettre mon On 39. perd pas le time, je suis bien d'accord. Numéro 39, eh bien écoute,
Cette fois, moi, je vais passer un petit peu plus sur les postes de meneur et d'arrière. Alex, qui tu nous as mis aujourd'hui en place numéro 39 ? Elvin Hayes. Monsieur Elvin Hayes, the Biggie. Et moi, je t'ai mis le Brody, Monsieur Russell Westbrook. Alors, Elvin Hayes, je me permets, il est sorti en place 45 chez Bibi. Reparle-nous de ce monsieur fort sous-estimé. On a 6 places d'écart. Faut savoir, pour celles et ceux qui suivent le top 100 depuis le début, à l'époque, on a eu des moments où il y avait 10, des fois 15 places d'écart entre deux choix de joueurs à nous. Ça nous arrivait 10-12, en tout cas ça nous est arrivé. 10-12 places d'écart dans les places 80. Bon, pourquoi ça pas. peut arriver. 6 places d'écart autour du top 40, ça commence à chiffrer, mine de rien. Je suis bien d'accord. Et vous verrez que quand il y aura une place d'écart dans le top 15 10. ou le top 10, ça va carrément... on va devenir tout de suite très chafouin, puisque là, ou 3 places d'écart. La marge de manœuvre, plus tu avances, moins il y a de marge. Le blasphème se fait avec un B majuscule. Voilà, c'est ça, exactement. Donc Elvin Hayes, moi je le rentre dans mon top 40. Contrairement à toi, il faudrait que je regarde dans le détail les joueurs que moi j'ai derrière et que toi t'as devant. En fait, pas si simple à classer l'ami Elvin Hayes, parce que toujours pareil avec lui. On l'a vu jouer un peu, mais franchement, sur YouTube, quoi, je sais qu'il y en a qui ont dit « Ah, Elvin Hayes en direct, tout ça ». Bon, je veux bien savoir tout ça, comment ils ont fait. Est-ce qu'ils habitaient San Diego ou est-ce qu'ils habitaient Washington à l'époque, puisque San Diego Rockets, vite fait Houston, et après Washington pour sa carrière, puis retour à Houston en fin de carrière. Bien sûr. 16 saisons quand même, notre ami. C'est un garçon... avec une longévité assez sérieuse, surtout que... Pas beaucoup d'RTT. C'est ça, c'est-à-dire qu'on parle souvent de Karl Malone, John Stockton et tout. Elvin Hayes, 16 saisons, 9 matchs manqués. 9 matchs en 16 ans. Voilà. C'est bien. C'est solide, Elvin Hayes. Voilà. Ça représente assez bien le bonhomme. Régularité assez hallucinante. Bien sûr. Caractère de chien, apparemment. Un garçon pas facile à manier. Ça lui a joué beaucoup de tours, je pense. En termes de palmarès, je pense que ça a joué pas mal de tours à ce garçon. Et donc en place dans le top 100 all-time. Exactement, forcément. Et donc, quand je voulais dire pas facile à classer, parce que quand tu regardes les statistiques, tu fais « Oh putain !» Toujours pareil avec lui, quoi. Ah oui, c'est vrai, il a mis 27 000 points, donc il est 10e, 12e, je dirais, à l'œil des scoreurs les plus prolifiques de tous les temps. C'est très sérieux, puisqu'il s'est déjà fait passer par pas mal de joueurs actuels ou très récents, genre Dirk, LeBron, là, Kobe, enfin voilà, quoi. Mais donc, ouais, effectivement, hop, mais tu vois, 27 000 points, c'est très lourd. Et puis alors, 16 279 putain de rebonds. Il est quatrième de tous les temps en nombre de rebonds pris en NBA. Si tu ajoutes la ABA, il est 6e parce qu'il y a, je crois, c'est Artis Gilmore et je sais plus, un autre gros monstre, peut-être Moses Malone qui a fait un peu de ABA. Oui, voilà, qui donc du coup sont un peu défavorisés quand tu ne calcules que la NBA. Moses Malone, Artis Gilmore, on en a déjà parlé. Moses Malone, il est quand même fort probable qu'on ait à en parler à un moment dans donné. votre tableau déjà, c'est un problème. Top 100, voilà. Donc Elvin Hayes, statistiquement parlant, le club du 27 000, 16 000. Non mais honnêtement, il regarde le top 15. Je crois qu'il cause avec Wilt et puis c'est bon. Non mais il regarde le top 15 droit dans les yeux, statistiquement parlant. Oui. Saison rookie d'Elvin Hayes. Saison rookie d'Elvin Hayes. Bougez pas. 28 points avec 17 rebonds. Bien sûr. De moyenne par match, avec 0 match manqué évidemment. Il n'est pas rookie de l'année. Non. Juste pour tout à fait. Bien sûr. Juste, Alex, toute petite parenthèse, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, on est plutôt dans quelle décennie ? Il est drafté en 68, c'est les années 70. C'est ça. Il est drafté en 68, la même année qu'un certain Wes Unseld. C'est quand même... Qui lui a fait une bonne saison rookie, je crois. Ils sont quand même ces deux-là. Bien sûr. Donc, ils sont draftés la même année. Wes Unseld, on en a déjà parlé dans ce top 100. Il est sorti. Ouais, il est sorti déjà. Rookie, MVP. Il n'y en a pas 50. Ensuite... là, donc, Wes Unseld était déjà à Washington. Notre ami, donc je viens de le dire, était à San Diego chez les Rockets, notre ami Elvin Hayes. Après, ils se retrouveront à Washington tous les deux. Tout à fait. Ils gagneront un titre ensemble. Bien sûr. Dans les finales de 78, donc contre les Blazers, si je dis pas de bêtises. Moi, je dirais les Sonics. Les Sonics, t'as raison. Les Sonics qui gagneront l'année suivante. Oui, parce que c'est juste Bill Walton qui a mis pied en 78. Mais non, 77. Il a mis les finales en 77. C'est pas les Blazers rebelote en 70. Non, c'est les Sonics, t'as raison, c'est autant pour moi. Faudra que je vérifie, mais... 78 et 79, pour moi, c'est... Sonics, et ils en perdent une, ils la gagnent l'année d'après. Ok, on est d'accord. Toujours est-il que dans ces finales-là, Elvin Hayes, très très bon, MVP des finales, Wes Unseld.
Si tu regardes que les lignes de stats, tu fais what? Pardon? C'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire de la NBA. Je vois pas ce que tu veux dire. André Iguodala serait pas forcément d'accord avec toi. Tout à fait. Non mais je veux dire, 1980, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. C'est vrai. Mais c'est un... Attends, c'est quand même un petit peu différent. Oui, attends, quand même. Non mais d'accord, mais il y a un côté... Ça, on n'en parle pas souvent. Non mais il y a un côté différent, c'est que Magic, il a choqué tout le monde avec son Game 6. Oui, bah c'est une série, pas un match. Mais oui, bref. d'accord, il fait pas une mauvaise série, Magic. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler, non? En octobre, on aura le temps d'en reparler. En tout cas, Elvin Hayes, je savais pas exactement comment qu'est-ce que t'as fait des bêtises. Ah non, c'est bon, okay. c'est mon verre d'eau. Je savais pas exactement comment le positionner. C'est bon, impeccable. Juste couper la séquence out of context. Ouais, merci Léonce. Ouais, merci, trop bien. Vas-y. Pas facile à positionner parce que comme j'ai dit, statistiquement, tu as envie de le mettre très très haut. Après, en termes de palmarès collectif, il y a ce titre en 78. Bah voilà. Ben c'est ça. Après, il est 12 fois All-Star quand même en 16 saisons, donc c'est un garçon sérieux. Il a été donc meilleur scoreur, parce que oui, son année rookie, pardon, il est meilleur scoreur. Hein. Oui, tout à fait, l'NBA. Et 2 fois meilleur rebondeur, donc c'est quand même un garçon, voilà. Ailier fort, hein, au fait, j'ai pas précisé. Il a joué un peu pivot au début, mais grosso modo, c'est un ailier fort. Mm-hmm. C'est un ailier fort qui avait un vrai shoot. Genre, je pense que dans la NBA actuelle, Monsieur Elvin Hayes... Est-ce qu'en terre Non, je rigole, t'es fou. Dans la NBA actuelle, Elvin Hayes... Attends, c'est compliqué comme profil, parce que Elvin Hayes, si on parle vraiment d'un throwback avec un T majuscule, c'est lui. On est vraiment sur un 4 qui joue physique à l'intérieur, qui a un bon petit shoot certes, mais il aime bien le périmètre déjà par rapport à l'époque. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il sait faire hein, le périmètre, assez mobile aussi. Hein. Oui. Mais oui, du Romal. Hein. Du Romal d'ailleurs, il a été plusieurs fois dans la All Defensive Team. Enfin, c'est un joueur complet l'ami Elvin Hayes. Donc du coup, une fois mouliné tout ça, par rapport à où tu le mets et tout, il a fini là. En bordure, il a été un peu derrière pendant un moment, puis il a quand même gratté là les derniers mecs que j'ai mis, notamment Westbrook et Harden que j'ai mis dans la dernière vidéo, qui, en fonction de comment ils vont finir et continuer leur carrière, vont très probablement dans quelques années, quand on refera ce top 100, qu'on fera un top 200, ou un top 300, je sais plus ce qu'on avait dit. Top 1000, je crois. Ouais, voilà. Léon, s'il avait dit top 1000. Quand on le refera et tout, très probablement des gars comme Westbrook ou Harden seraient capables, exactement, Kawhi, même, je sais pas moi. Giannis. Ouais, Giannis, Klay Thompson, faudra voir combien de bagues il a, tout ça, comment il finit sa carrière, où est-ce qu'il en est au niveau du nombre de 3 points, blablabla, tout ça. Mais c'est des gars qui partent peut-être de plus loin. Je parlais de ceux qui étaient vraiment juste derrière lui, là, tu vois. Il y a moyen qu'il se fasse dépasser. Aujourd'hui, pour moi, il est là. Il est 39e. C'est un monstre absolu statistique, régularité incroyable. Bon technicien, mentalité de connard apparemment, je l'ai pas connu personnellement, mais apparemment il était c'était pas simple à gérer. Ça lui a joué de gros tours, je pense. Voilà. Bien sûr. Elvin Hayes. Eh bien écoute, juste pour compléter, vu que moi je l'avais mis 45e, Elvin Hayes, donc comme tu l'as dit, nous avions nos 6 places d'écart. Pour sa fin de carrière, quand il revient à Houston, c'est la transition avec ensuite Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon. Il y a même du gros tanking sévère juste avant l'arrivée de la loterie. Il s'arrête en 84, l'année de la draft d'Olajuwon. C'est ça. Et donc il y a du jeu, vous pourrez vous renseigner les plus curieux sur, il y a du jeu de tanking de Houston, où notamment son dernier match c'est vas-y faites jouer Elvin Hayes 44 minutes parce qu'il est au bout du roule et qu'en fait Houston se prend des tollés pour finir avec le premier choix de draft. Ouais, mais il est vraiment vieux, il a 37-38. Oui, c'est ça. Ouais. Toujours en 20-10. Hein. Et donc jusqu'à 34 ans, il est en genre plus de 20-10. Ouais, c'est ça. Et comme tu disais, il y a en effet ces finales où on peut tout à fait lui donner le trophée d'MVP. Difficile pour lui d'avoir ça, d'avoir ce trophée, donc du coup de monter. Ce qu'on oublie souvent, et je crois que je ne l'ai pas mentionné quand il est arrivé en 45, c'est que la carrière universitaire, c'est-à-dire que à l'époque, on a un copain qui s'appelle Kareem Abdul-Jabbar, à l'époque qui s'appelle Lou Alcindor, qui est à UCLA. Ils sont imbattables et il y a ce qu'on appelle, je crois, quasiment le Game of the Century, tout à fait, entre l'université de UCLA et celle de Elvin Hayes. Et Elvin Hayes tape à l'époque Lou Alcindor, ce qui est considéré comme David contre Goliath, quoi. Donc ne pas sous-estimer aussi son impact en université qui a été absolument monstrueux. C'est vrai. Monsieur Elvin Hayes. 39e. T'as quoi, toi? Monsieur Russell Westbrook, dont tu as très bien parlé en complet, le Brody qui est en 39e place. Moi, je l'ai en 41, là, pour le coup. Donc on est côte à côte. On est
dans la même range. C'est ça, donc il est en 9ème, t'en as parlé en complet, inutile de revenir sur toute sa carrière, le Brody. Ouais, il est dans le top 40. En attendant, comme tu l'as dit, de voir ce que donnera sa deuxième partie de carrière, est-ce qu'on aura une bague ou pas. En fait, ce qui m'intrigue, et je savais qu'on allait tourner aujourd'hui, c'est surtout, est-ce qu'il va refaire une finale NBA? Parce que c'est ça surtout qui me titille, c'est si un mec comme Westbrook, qui a fait les finales NBA avec un copain, dont on reparlera aussi, en 2012... Avec deux copains. Avec deux copains, tout à fait. Enfin, avec un copain et demi, quand même. Ouais, j'avoue. Un copain, un tiers. Dont on reparlera par la suite. Westbrook, ça fait 8 ans, pour un joueur comme ça, quand même, all-time, qu'il n'a pas connu le mois de juin, quoi. Tout à fait. Et j'aimerais bien voir si un mec comme ça, avec ce côté all-time qu'on lui donne, comment est-ce qu'il se comporte quand il y a une série qui doit gagner en 4 matchs? Comment est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être vraiment ultra dominant? Est-ce qu'il va saisir le moment et battre l'équipe d'en face? Surtout qu'en plus, là, au moment où on tourne cette vidéo, sur les dernières campagnes de playoff, il y a eu beaucoup de doigts pointés. Il nous a pas fait rêver. Hein. On est d'accord. Oui, il y a eu beaucoup de doigts pointés. Alors après, il y en a qui disaient oui, mais il a pas les mêmes coéquipiers qu'avant, etc. Peut-être, d'accord. Mais lui, le joueur, il s'est fait manger par Lillard. C'est ça, et même par d'autres. Enfin, il y a eu la série contre Utah avec Ricky Rubio, Donovan Mitchell. Voilà, donc bien sûr. Bon. C'est vrai que ça peut un peu compliquer les choses. Sinon, pour Russell, tu l'as dit la semaine dernière, moi aussi assez gros fan du joueur parce que malgré toutes les critiques, l'énergie et le volume de jeu, en fait je sais pas vraiment si on retrouvera à ce poste un joueur avec autant d'énergie et aussi athlétique. Je pense qu'il y en aura des aussi athlétiques parce qu'on est dans une évolution du corps et des athlètes qui font que, mais il y a un côté l'activité, ça va pas être facile par contre. Ouais, il fait partie de cette catégorie à la un peu à la je sais pas si on peut dire Jordan, Kobe ou autre, mais il a souvent été comparé à ça, ou Iverson. Chaque match est mon dernier match de ma vie, quoi. Avec Russell. Il donnera son corps sur le terrain, et ça, dans la définition de la greatness, c'est important. C'est vachement important. Par rapport à d'autres gars qu'on a pu caler, on a fait genre, oh là là, parfois ça appuie sur pause, on n'a pas trop envie. Non, Russell Westbrook, demain il y a un pick-up game, ils fonce à fond la caisse, et voilà. Donc, moi, il est en 39, rien à rajouter. C'est pas mal. Ouais. On va passer en 38. Ouais, j'avais juste posé une question, et je la pose à tout le monde, et je te la pose à toi. Dans toute la NBA actuelle, y a-t-il un joueur pour qui tu as le plus envie qu'il gagne une bague? Actuel Plus envie que pour Westbrook Actuel, pardon. Qui a eu ce niveau de longévité, tu vois, parce qu'il y a des copains que t'as envie de voir Lucas avec une bague, t'as envie de voir Devin Booker avec une bague, mais ça fait plus de 10 ans que je suis en NBA, et lui vraiment, après ce que t'as vécu, j'ai envie que t'aies une bague. Ah, c'est clair. J'aurais personnellement trouvé ça énorme qu'il le fasse avec le Thunder. C'est ça, exactement. Maintenant, vraisemblablement, à moins qu'il y ait un retournement de situation qui retourne à OKC et tout, mais j'ai du mal un petit peu à voir comment. Mais ouais, franchement, il fait partie des joueurs, en tout cas, que moi j'aimerais bien voir avec une bague, ouais, carrément. Médiatiquement, je pense qu'il y aura un truc de fou s'il gagne une bague. Premièrement, et deuxièmement, je pense que c'est un joueur autant vraiment très très déçu de ses récents premiers tours de playoff. Autant c'est un mec qui est capable sur une série de finales NBA de faire un truc, tu sais, genre un truc à lui, quoi. Et qu'on se dise putain de merde. Là, il discute avec les top 15, top 20. Il peut discuter très fort en fonction de ce qui se passe pour lui dans le cadre d'une finale NBA, ouais. C'est ça. Et après, comme on l'a dit, est-ce que ce sera un de ses profils de monstre statistique sans bague? Ah bah, pour l'instant, il a déjà presque 32 ans, hein, donc il faut qu'il... Il va falloir commencer à s'y mettre, hein, à y penser. Va falloir bosser plus fort que ça, monsieur le Brody. Place numéro 39. 38, alors, maintenant 38, tout à fait. Qui nous avons en 38? J'efface. Je change de génération. Moi je suis dans le même. Je suis un peu dans un range similaire. Ça me fait bien plaisir qu'on tourne cette semaine. Parce que j'ai mis James Harden en 38. Moi j'ai mis George Mikan. George Mikan, tout à fait. Monsieur. T'as vu les copains, je les ai mis à côté, moi aussi. Ouais, moi aussi. Oui. Parle-nous de monsieur George Mikan, monsieur basketball. Mister Basketball, tout à fait, c'est l'un de ses surnoms. Surnom qui en dit déjà assez long finalement sur le bonhomme. Bah oui.
Alors évidemment, là j'entends et tout, oui, c'était pas la même NBA, hein, je parle de la fin des années 40 et du début des années 50. Ouais, c'est vrai que la carrière elle est courte, hein, quoi, 8 saisons, je crois, un truc comme ça. Oui, parce qu'avant, en plus, c'est d'autres ligues. Hein, c'est différent, c'est pas pareil, c'est vrai qu'il y a quoi, il y a 450 matchs en carrière, enfin voilà. Pas si simple que ça à classer. Après, je peux pas m'empêcher d'avoir un immense respect. Il faut respecter pour moi l'histoire d'un sport. Merci. Et donc classer George Mikan trop bas, sortir George Mikan du top 50 pour y faire rentrer des joueurs qui, ouais, certes, intrinsèquement, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça se trouve. Anthony Towns c'est peut-être meilleur au basket que George Mikan. Anthony Davis, je pense, il mange quand même bien George Mikan. Elle est horrible cette phrase. Ben, je pense que Pau Gasol aussi peut faire du mal à George Mikan. Et je pense que nous, Non, je pense pas quand même, il fait 9m11 le pépère. Hein. Oh. Par contre, il a 5 titres, mine de rien, donc il y a une vraie domination sur un span d'années assez court. Bien évidemment, Hall of Fame, bien évidemment, il était dans les 25 dans les 35, après il était dans les 50 greatest, enfin il est tout le temps là-dedans. Il était que 4 fois All-Star, bon ok, à la limite voilà, il est bien évidemment Hall of Fame. Il a été une fois MVP, donc 5 titres, une fois MVP. Il a été meilleur scoreur, il a été meilleur rebondeur de la ligue. C'est un vrai pionnier du basket professionnel. C'est la première superstar de l'histoire du basket. C'est ça. Un des premiers aussi big man en mode je mets des comptes, je prends des rebonds, je domine vraiment dessous. Pour ceux celles et ceux qui veulent trouver des petites images, il y en a un peu on peut voir un peu des choses. Le hook main gauche, le petit hook main droite, le truc indéfendable, puisqu'à l'époque il n'y avait pas énormément de big men, donc forcément. Quand tu fais de mettons ce que le pivot adverse va mettre 84 et que tu commences à faire des hooks, bon bah oui évidemment, il y a moyen que si ton hook rentre, bah tu sois un peu indéfendable. Donc c'est vraiment les prémices de ce jeu, le lancer franc à la cuillère. C'est ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles George Mikan est un pionnier. Donc tu ajoutes à ça son palmarès collectif, ses lignes de stats sont très bonnes, mais après quand tu les compares avec, tu te dis à l'époque, tu vois, je sais pas, le 28-14 dans les années 50 ou années 40, bon, oui, bon, c'est bien, mais c'est pas, enfin c'est bien quoi, ouais, mais il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. Mm-hmm. Mais les Minneapolis Lakers, c'est quand même un three-peat. Si je dis pas de conneries, ou si je dis des conneries peut-être. Non, c'est la première. De toute façon, la première dynastie de l'histoire de la NBA, c'est celle des Lakers de George Mikan. Elle est créée autour de George Mikan. Évidemment. Donc du coup, à tout ce titre-là, pour moi, il était impossible qu'il sorte du top 50. Et après, dans les jeux de classement, de palmarès, de trucs, par exemple, très compliqué pour moi. Finalement pour l'instant de glisser des Westbrook, des Harden devant, des Steve Nash devant, des qu'est-ce que j'ai un peu derrière là dans le top, mais je sais pas, les Wilkins, les Drexler et tout, désolé les gros, désolé, faut respecter George Mikan la légende au-delà juste du joueur intrinsèque. Je suis bien d'accord. Voilà je suis bien pour mon argumentaire sur George Mikan. Sur George Mikan qui sortira un petit peu plus bas plus haut, ouais, c'est ça. Enfin, il sortira par la suite dans ce top 100 all-time. Plus tard. Juste 2 anecdotes à la con et on pourra les développer par la suite. Comme tu le sais aussi, dans une époque où même jouer les finales NBA parfois c'était un peu fun. Tu jouais pas forcément dans ta salle. Parfois, fallait bouger à droite à gauche. Il y avait des conditions de jeu qui étaient compliquées. Donc on n'est pas dans les jets privés et les trucs qu'on connaît aujourd'hui. On va pas se mentir, c'est pas le même sport. Non, bien sûr. C'est pas le même matériel. Ouais, regardez les chaussures des mecs. Bien sûr. C'est pas le même entraînement. Ouais. C'est pas les mêmes athlètes. Ah non, mais bien sûr. C'est différent. Et si vous êtes tous fans du shoot à 3 points, vous pouvez aussi remercier George Mikan avec la ABA, notamment en tant que premier. C'est vrai. C'est vrai que lui, il a été le premier commissionneur de la ABA. Non, mais dans l'histoire. Ah non, mais il est trop important. Voilà. Trop important. Moi j'en ferai un pavé quand ça va être lu parce qu'il y a beaucoup d'histoires liées à monsieur basketball. Très bien, j'ai mis monsieur James Harden en 38e place de mon top 100 all-time. Pareil, je ne pouvais pas le séparer de son ami le Brody. Ils sont bien à côté. Et puis comme ils jouent ensemble, en plus, notre théorie de s'il gagne une bague, il explose, a priori, au moins là, au moment où on parle, dans les 2 prochaines années, si par bonheur pour eux et pour les fans des Rockets, il doit y avoir une bague à la main de James Harden, elle sera aussi à la main de Russell Westbrook. Tout à fait. A priori. Après, qui sera le MVP des finales. Ça peut jouer dans le classement, ça. Ça peut être Gerald Green, tout à fait, ou un des prochains, Robert Covington. T'imagines, n'empêche que là, tous les deux, on met Harden devant. Bon, on en reparlera plutôt.
Mais vas-y, parle-nous d'Harden plutôt. Je sens que t'avais du teaser. Parle-nous d'Harden si tu veux. Bah écoute, James Harden, de toute façon, on pourra en parler pendant très longtemps. On pourra en parler pendant très longtemps parce que, comme tu l'as dit, c'est celui qui clive, qui crée le plus de clivage aujourd'hui. Je vois pas de joueur qui crée le plus de débats. De débats, tu veux dire j'aime pas. Ouais, mais tout. Les choix de vie de James Harden, les choix de tout. Kevin Durant ? Peut-être même pas. Non, parce que KD, une fois qu'il joue au basket, tout le monde se tait en fait. Et c'est ce qui fait qu'on va en parler un peu plus tard. Alors que Harden, non mais tu vois, je trouve. C'est pas que ça, mais oui, il y a ça aussi. Il y a un peu de ça. Alors que Harden, même que ce soit au moment où le match commence, ou pendant le match, ou à la fin du match, dans ses déclarations, dans son style de vie, etc., il y aura toujours quelque chose à dire. C'est un personnage qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais qui va devenir mythique dans ce qu'on a connu de la NBA, je pense. sûr. Je pense que quand il va prendre sa retraite, on va regarder en arrière et on va dire genre, cette barbe, ce look, cette papate, ces statistiques. Au moment de sa retraite, même 15 ans plus tard, tu sais, quand il va être là, 15 ans plus tard. Alors regarde, tu vois, lui, tu connais pas, ouais, tu vois, c'est James Harden. Voilà. Et en fait, il a l'air lent, hein, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand ce sera 15 ans après la retraite, qu'il y a des jeunes qui vont découvrir la NBA et qui vont nous dire genre, mais gars, vas-y. Genre James Harden, il attaque mieux que Doncic. Ouais, ou même d'autres, ils vont faire genre, non mais attends, ou les mecs des années, je sais pas, 2080, ils vont se dire genre, non mais il mettrait James Harden dans sa poche arrière, on va faire genre, gars, regarde bien. Est-ce que t'as connu James Harden Prime Apex ? En 2080, je sais pas, en tout cas moi je sais pas si je serai là pour en parler. Mais si, Alex, toi, tu seras là, on sera dans le même appart, t'inquiète, y a pas de problème. Je pense que t'auras un peu mal au dos quand même. Non, tout ira bien, on sera dans les poufs encore avec Léonce à la prod. Ouais. Mais non, James Harden, je crois que, encore comme souvent, vous allez l'entendre pas mal, en tout cas sur les 40 prochaines places, le prendre pour acquis avec certains gars, et là surtout pour un joueur en activité. Harden, on se dit, bon voilà, ça doit être facile de mettre 35-37 points avec un jeu pareil, non ? Je suis désolé, sinon tout le monde le ferait. 35 points NBA, c'est dur. C'est ça, et puis d'avoir eu... Tu peux faire statistiquement ce que James Harden a fait, et encore c'est très rare, mais d'avoir eu en plus l'impact technique qu'il a, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont vu comment il a démocratisé certains gestes et ont voulu les répéter. C'est-à-dire que on peut donner la paternité évidemment du Eurostep à plein de gens. On les donne à Manu, il y a eu du Bodiroga, il y a eu du Sarunas Marciulionis. Maravic, non ? Pete Maravic aussi, il y a Sarunas Marciulionis qui l'a ramené bien aussi dans les années 80. Eurostep. L'Eurostep, ouais. Donc c'est pas pour rien. Donc c'est pas le Houston Step, hein, malheureusement. Mais Dieu sait s'il y a plein de joueurs du coup qui ont commencé aussi à le reproduire quand ils ont eu cette efficacité-là, comme on l'a vu avec le One Leg de Dirk. Bien sûr. Le Side Step aussi, ça c'est une marque James Harden. Vraiment, on a connu les step back et il y a connu le side step, c'est-à-dire vraiment steps avec un S à steps. Avec 4 S, steps évidemment, et 4 lancés par la suite. Mais je trouve que rares sont les joueurs dans ce classement qui sont capables de dire, dans l'évolution de ce sport, j'ai amené aussi quelque chose de technique qui n'était jamais vraiment fait avant. Tout à fait, et même dans... Et Harden, c'est indéniable. Genre le scouting report du coach adverse. Il n'y a pas tant de joueurs que ça, je pense, même dans l'histoire NBA, qui, genre, quand tu vas jouer Houston, t'as le coach, honnêtement, il pense à quoi ? Il fait, bon, alors, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je vais shooter ? Est-ce que je fais le truc là où on l'oriente complètement main droite, mais en fait, il peut complètement aller au cercle comme il veut ? Qu'est-ce que je fais ? Je mets qui ? Alors, attends, lui, quand il aura ses 2 fautes, enfin, tu vois, genre, c'est un casse-tête. C'est ça. Et donc, James Harden, c'est un casse-tête. Et donc, tu peux te dire, je vais prendre que 50 points, mais en fait, il y a 55 points et 12 passes. Donc, t'es là, genre, merde. Et il y a ces performances-là qu'on prend énormément pour acquis parce qu'il les a reproduites, mais dédicace à nos amis de la TTFL, notamment à Giovanni, qui était capable de faire 15 une fois avec James Harden. Ça, c'est quand même, extrêmement fort. Si t'avais fait 13, ça aurait été encore plus incroyable. 13, ça aurait été la classe. 13, ça aurait été la classe, évidemment. Mais juste, on a vu des matchs à 70-10. Enfin, on a vu des triples-doubles qu'on ne reverra peut-être pas avant très longtemps, qui sont ceux produits par James Harden. Et bah voilà, même s'il clive énormément, même s'il y aura toujours autant de débats sur ce qu'il a pu faire, et Dieu sait s'il mérite de pas être plus haut, parce qu'il y a eu aussi, tout ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est des sessions de play-off où lui aussi a été critiqué. Critiquable. Bah, y a pas le palmarès collectif... C'est pas ouf pour l'instant. C'est pas ouf. Alors il a emmené des casseroles aussi en finale de conférence. Mais il y a des joueurs qui ont emmené des casseroles et qui ont un palmarès collectif plus élevé. Tout à fait. T'en as dans l'histoire, vraiment, t'en as plusieurs. Hein. Bien sûr, et c'est pour ça que je voulais notamment ponctuer mon petit paragraphe Harden avec un point important dont on va reparler, je pense, d'ici septembre. C'est que je pose la question, y a-t-il un joueur qui a le plus buté sur une des plus belles dynasties all-time en tant que les Warriors de Stephen Curry ? Bah, Karl Malone.
Non mais juste par rapport à la Dynasty Warriors, oui. Y a-t-il un joueur qui a plus buté que lui dans cette sur les Warriors? Ouais. Bah non. Après tu veux dire LeBron en finale, mais sinon c'est Harden. Il y a LeBron évidemment. Mais sinon c'est Harden. Harden, lui, c'est parce qu'il les avait dans sa conférence. Après, en termes de finale NBA, c'est plutôt pour LeBron, on Tout va à dire fait. ça. Mais sinon, s'il a aussi peu de finale NBA pour moi, c'est aussi parce que... Bon, il avait qu'à faire comme Kevin Durant, il avait qu'à rejoindre. Et il pouvait rejoindre, mais juste... C'est pour ça que c'était intéressant que tu parles de Karl Malone. On va y venir aussi quand il y aura des cas comme ça. Il y a des joueurs... Je croyais que tu voulais dire toute décennie. Eh ben, ils rentrent peut-être aussi de la catégorie Wilt. Eh bien, tout à fait. Et peut-être qu'il fait partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire que... tous ces mecs... non, pardon, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est juste... C'est très pertinent ce que tu dis, puisque on a des joueurs incroyables dans l'histoire, mais qui sont tombés non seulement sur des joueurs all-time, mais aussi sur des dynasties, donc management, coach coéquipier, sélection de joueurs. Tout, bien sûr. Et donc, il y en a qui sont tombés sur les Celtics de Russell, les Bulls de Jordan, les Celtics et Lakers de Magic et Larry Bird, et aussi les Warriors de Curry, ou aussi les Spurs de Duncan, et d'autres gars dont on parlera en septembre-octobre. Et je crois que James Harden a buté un nombre de fois sur les Warriors. Je sais pas qui a plus joué les Warriors en playoff à l'ouest que James Harden sur la décennie 2010. Ça c'est vrai, et en plus ce qui est du coup assez paradoxal, parce qu'on peut pas nier le fait qu'il est tombé sur une équipe all-time, mais on peut pas non plus nier le fait que en termes de leadership, et c'est aussi pour ça que je pense que toi et moi on l'a pas mis tellement, parce que bon, on est à 2 places près, donc là on est vraiment dans le même range, on l'a pas mis vraiment plus haut. Pourtant le joueur, intrinsèquement parlant, il y a des mecs que je vais mettre derrière. Je pense pas que ce soit des joueurs de basket plus forts que James Harden. Mais pourtant, il est derrière James Harden. Parce que aussi, il y a des événements particuliers. Il y a une équipe, il y a Chris Paul qui se blesse, et il y a une équipe où James Harden doit bien sûr prendre le lead et machin. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a 27 tirs ratés d'affilée, par exemple. Mais tout à fait. Ça, en termes... les Rockets. Les Rockets d'une manière générale. Les Rockets, c'est pas James Harden qui a raté 27 tirs d'affilée. Quand ça arrivera, on en parlera. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que avec d'autres leaders, ça ne serait peut-être pas arrivé. Le leadership de James Harden, autant pour mettre l'équipe sur les épaules, j'en ai rien à battre, filez-moi tous les ballons, mettez-moi du PJ Tucker, du Austin Rivers, du machin, du Capella, ou la soirée au strip club. Et on va gagner des matchs, ça il sait faire. Bien sûr. Là, dans ce contexte-là, alors qu'ils menaient dans la série, ils n'ont pas su, les Rockets, se faire violence. James Harden non plus. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite tache d'ombre. S'il veut vraiment monter dans ce top 100, faut qu'il efface ce truc. Il n'a pas 50 000 solutions, c'est la bague. C'est ça. Point barre. Et je pense que notamment, vu que tu sortais l'exemple d'un Karl Malone, il y a en l'état actuel un vrai gap, no spoiler, mais entre ces deux joueurs. Moi, en tout cas, dans mon classement, il y a un vrai gap entre ces deux gars. J'espère bien. Quand même, tout à fait. Sauf que... James Harden peut le réduire. S'il continue à faire cette carrière-là, il faudrait qu'il emmène son équipe jusqu'en finale NBA. Ah oui. C'est la condition sine qua non. Mais si il fait 2 finales NBA en ayant perdu, mais qu'il a 30 000 points, 7 000 rebonds et 9 000 passes... Et puis genre un autre MVP et des trucs comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il sera encore derrière un gars comme Malone, par exemple ? Bon, pas grand-chose, je pense. Il va monter s'il fait ça. Mais il montera pas assez pour aller vraiment titiller des gens encore au-dessus de Karl Malone. Après, on va arrêter, parce que sinon les gens vont dire « Ouais, Migo, Karl Malone... Il est où ? Il a quelle place ?» Mais c'est juste ça, en tout cas. On reparlera d'un shooter avec le numéro 30 à Golden State, parce que dans toutes les ères de la NBA, quand il y a eu des dynasties, certains en ont vraiment chié, et ont toujours buté sur ces gars-là. Et je crois que James Harden, sur la décennie 2010... pour moi, c'est la référence de j'ai jamais pu passer les Warriors, quoi. Pour l'instant. Ah bah de toute façon les Warriors ils sont quasi démantelés, enfin je veux dire non mais je veux dire quasi démantelés. Il n'y a plus la Triforce avec KD et on va voir avec Draymond. Avec Wiggins. Pardon. Oh putain. Allez. Bien placé. Allez, du coup on va enchaîner. Moi c'était James Harden, toi tu nous as mis monsieur George Mikan, on va placer en place 37. Numéro 37 exactement. Voyons voir qui j'ai mis en 37. Ah, j'ai un beau client moi. Voir. Parce que j'avais juste le sticker dessus. C'est bon, parfait. J'ai un beau client moi. Tu as un beau client ? Ouais. Ah, moi aussi. Un que t'aimes bien en plus. Bah toi si tu l'aimes bien mon client. Ah. Ouais. Moi j'ai mis Jason Kidd en 37. Ah bah moi j'ai mis Gary Payton. Oh putain. Oh putain. D'accord. C'est un peu bas quand même pour Kidd.
Alors. C'est un peu bas pour un génie. Alors. Non, c'est comment en fait? Donc. Waouh. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas sorti encore Jason Kidd. Ah oui. Non, je l'ai pas sorti. Pourquoi? Bah, tiens, parle-nous de Gary Payton et je parlerai de Jason Kidd et puis après on va débattre. Voilà. C'est déjà pas mal. Gary Payton, eh ben mine de rien, lui aussi, il est dans la quête. Il y a des mecs comme ça, je savais vraiment où j'allais les mettre. Gary Payton en fait partie. À peu près. Genre, dès que j'ai commencé le top 100, pour moi, il y avait une espèce de hiérarchie à peu près des meneurs dans ma tête qui faisait que automatiquement, Gary Payton allait se trouver là, autour de la 40e. Ok. Et difficilement plus bas, mais difficilement plus haut. Tu vois, genre, il était vraiment... Après, on peut discuter à 3-4 places près, mais dès les 5-6 places près plus haut, non. Non, ça passe plus, tu vois. Genre, il n'y a même pas de compète, en fait. Il n'y a pas de discussion pour moi. Par contre, ouais, clairement, il est dans mon top 50 all-time, mais alors, tout le temps. Ah, si vous n'avez pas mis Gary Payton dans le top 50, mais alors là, je vais me lever comme dans le top 10 de Trash Talker. Il y en a de ouf. Il y en a. Qui n'ont pas mis Gary Payton? Bien sûr, j'en ai vu. Ah, mais ils ont mis Donovan Mitchell, c'est, vas-y. Mais je sais pas ce qu'ils ont mis, mais ils mettent. Ils ont mis Donovan Mitchell. Ouais, ou autre chose, mais en tout cas, genre, il y a des gens qui considèrent que Chris Paul discute avec Gary Payton. Pas moi. Ah bah oui, bah, enfin. Non mais discute. Non mais s'ils mettent Kyrie Irving, là, on va commencer à se vénérer. Ah non, Kyrie Irving, non. Bah, y en a tu vois, Chris Paul, moi j'ai une bonne 15 places d'écart entre ces deux joueurs. Moi, il y en a 33. Quoi? Non, je rigole. Ah. C'était un teaser. Ça fait flipper l'autre. Oui. Non, mais Gary Payton, on met trop souvent en avant uniquement sa facette trash talking et défensif. Merci. Tu peux répéter ce que tu as dit? C'est le deuxième meilleur trash talker de tous les temps, c'est quand même pas rien. C'est le meilleur trash talker de tous les temps. J'adore. Il a essayé de me prendre par mes gardes. Allez voir le top 10 trash talker all time. C'est un défenseur extérieur bien évidemment absolument incroyable, un pitbull sur l'homme, et puis attention, il savait suivre un mec dans les écrans et tout. Enfin, c'est un défenseur extérieur. D'ailleurs, il a eu le titre de meilleur défenseur de l'année en 96 pour un meneur. Enfin, il n'y en a pas 50 dans l'histoire NBA. Hein. Il y a Alvin Robertson, il l'a eu. Ouais, c'est un. Il y a Moncrief, mais Moncrief c'est un 2. C'est un 1-2, ouais, pareil pour Alvin. Enfin, Gary Payton, il en a défendu des 2. Mine de rien. Genre, et puis pas que des 2 faciles à défendre. Hein. Il y a quelques arrières. Gary Payton, il s'est quand même tapé des missions assez incroyables. Mais on oublie trop souvent l'excellent attaquant qu'était Gary Payton. Stop. Très très bon joueur au poste, très bon passeur. Bien flashy quand il faut. Après, c'est vrai que quand t'as Sean Kemp à la réception des alley-oops, tout de suite tes alley-oops deviennent plus fun. Hein. Ouais, mais il y a de la passe de Payton sur des alley-oops, c'est n'importe quoi. T'as l'impression que l'autre il balance ça n'importe comment. En fait, c'est une passe parfaite dans la course. Il va falloir que je me contienne. Ensuite, il savait très bien jouer le pick and roll, il savait donner au mec ouvert. Enfin, le très bon meneur gestionnaire qui donne le ballon quand il faut, qui gère le tempo quand il faut, avec mine de rien souvent un avantage de taille sur ça serait plus le cas aujourd'hui parce que les meneurs sont un peu plus grands, un peu plus athlétiques, mais à l'époque, mine de rien, avec son mètre, on l'a rencontré nous, Gary Payton, il est un peu plus grand que toi, il fait quoi, 1m93-14 quoi. On fait la même taille. Non, je pense qu'il est un peu plus grand. 13-14, ouais. Bah, tu vois. Mais c'est grand pour un meneur des années 90, il y en avait pas mal d'1m85 c'est en fait. Un 2 dans les 90s. Voilà. Donc ça, il savait très bien s'en servir. On sous-estime aussi son QI basket, son intelligence, sa compréhension. Tu peux pas être un défenseur de ce niveau sans comprendre parfaitement le jeu. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas juste être un trash talker qui rentre dans la tête de l'adversaire. Ça marche 2 minutes, mais ça suffit pas pour défendre Penny Hardaway, Michael Jordan ou Reggie Miller, ou je sais pas qui croisait souvent, Chris Mullin, ou je sais pas s'il défendait Chris Mullin, mais Tim Hardaway par exemple, Kevin Johnson. Ouais. Kevin Johnson. Ils s'en sont fait des petits duels, hein. Parce le que surnom, il vient d'où? Sonics, ouais, bah, il vient de là, hein. The Glove, hein. Ouais. Kevin Johnson, c'est une marque de balle de baseball. Hein. Ah, bah, finale de conf de 93, hein. C'est con parce que de l'autre côté, il y avait Barclay qui avait pris Sean Kemp, qui avait fait tiens, t'en bouge pas, Sean Kemp. Tiens, mets-toi là, Sean Kemp. Hop, voilà. Tu bouges pas, t'es bien. C'est bon, c'est de l'eau. Non, j'exagère. En plus, c'est même pas vrai. Ça va rendre fou les fans des Sonics. C'est même pas vrai. C'est juste que Barclay était injouable. Mais c'est un autre délire. Mais pendant ce temps-là, faut reconnaître que Kevin Johnson, il était en train de prendre la misère. Et des deux côtés du terrain. Et museler Kevin Johnson, bon, il était un peu blessé sur ces playoffs-là, mais d'une manière générale, Stockton le dominait. Museler Kevin Johnson dans les années 90,
bon, c'était tout plein de mecs qui ont été traumatisés par relou. Bien sûr, et tout plein de mecs qui ont été traumatisés par JP en presque tout terrain. Ça nécessite de comprendre le jeu, de faire du scouting report, de réfléchir à comment tu vas aborder l'attaquant adverse. Et de l'autre côté, bon scoreur, je veux dire, Gary Payton, même à la fin des années 90, là, quand c'est vraiment son prime, parce qu'on parle souvent de 96, mais moi je considère que son prime offensif, il est un peu après. C'est en 2000. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 98-2000, où là, il y a 24 points par match, et il y a toujours 8 passes. Et il y a 2 interceptions, parce que ça, c'est 2 interceptions, c'est quand il est malade. Mais non, mais c'est vrai. Donc, non, putain de joueur. Alors après, pour répondre à la question que Bastien va me poser, leadership, moi, un peu sur ma faim. Il aboie beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment un grand leader ? C'est un bon leader, attention, mais je pense qu'il a saoulé aussi ses coéquipiers, aussi, il les a boostés, il les a saoulés. Il y a des mecs qui sont bien classés là vers octobre, c'est des leaders, ils ont bien dû casser les couilles aussi de leurs coéquipiers. Casser les couilles, oui, mais ils ont un niveau supérieur, je pense, de leadership quand même à Gary Payton. Des coachs aussi. Exactement, il a ça après l'environnement extérieur. Ouais. L'environnement extérieur, si t'as Phil Jackson ou si t'as George Karl, c'est pas la même. C'est pas la même, on est bien d'accord. Il a eu sa bague, donc elle compte. Il est dans le palmarès, que je rappelle quand même que, attention, le hit 2006, Gary Payton, c'est quand même beaucoup plus que genre juste t'es là Gary, c'est pas juste du ring chasing. Non. Il a essayé de ring chaser avant, en fait, 2004 avec les Lakers. Elle est bizarre cette partie-là de la carrière de Payton. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aux Lakers. Mais... Ça part en couille totale, pas de sa faute, mais ça part en couille totale. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Un petit tour à Boston. Ça c'est quand même énorme. En fait il y a eu des galères avec Milwaukee où il s'est fait transférer. Ouais, il s'est fait transférer à Milwaukee contre Ray Allen, c'est au cours de la saison 2002-2003 si je dis pas de conneries. Il se fait transférer, écoute ça arrive, il était un peu moins fort, il commençait à décliner gentiment quoi à cette époque-là. Il était encore bon mais il commençait à décliner. Ray Allen c'était quand même très sérieux à cette époque, on peut entre guillemets comprendre le trade. L'intérêt des Sonics franchement il est pas mal en fait. Je dis pas que ça leur a super bien réussi derrière, mais joueur pour joueur plus ou moins, bon... En 2002, Ray Allen quand même face par rapport à Gary quand même. Donc 2003-4, Lakers, grosse warade, enfin ça va en finale mais grosse warade. 2004-5, t'es avec Boston et pendant l'été 2005, tu débarques à Miami. Et là tu joues 28 minutes par match ou un truc comme ça. Il est pas tout le temps titulaire mais un petit peu. Il est plutôt remplaçant de Jason Williams, on va dire ça comme ça. Mais il joue beaucoup de minutes. Il est bien décisif pendant les finales. Beaucoup d'actions importantes. Tout à fait. 2 très gros shoots. De gros shoots, de la bonne passe aussi. Enfin bref. Joueur très important. Pas le franchise player évidemment du hit. Ni même considéré dans les lieutenants je pense. Mais role player très important. Tu vois. D'un titre. Donc sa bague il l'a vraiment. C'est pas, c'est pas Mitch Richmond en 2002 avec les Lakers par exemple. Non mais tu vois, j'adore Mitch Richmond, mais en 2002, Mitch Richmond. Ou David West. Non mais tu vois, voilà quoi, faut quand même, voilà. 9 fois All-Star, une fois meilleur intercepteur, une fois donc meilleur défenseur, je l'ai dit. Il a donc son titre, il a été souvent All-NBA, il a été All-NBA défensif aussi évidemment. Il est Hall of Famer, forcément. Donc du coup, je l'ai mis là, je l'ai mis devant Westbrook. Devant Harden, devant Steve Nash. Oui, monsieur, j'espère bien. Ce qui prouve mon objectivité légendaire, je le mets devant Steve Nash. J'espère bien, j'espère bien. Ouais, je l'ai mis. Oui, non, mais je veux dire, je parle au peuple. Mais par contre, je le mets pas devant Jason Kidd. Ok. Non, j'ai mes limites. Ok. Voilà. Il y a des limites à l'objectivité. Il y a des limites à l'objectivité, très bien. Magnifique portrait de Gary Payton qui évidemment sera un tout petit peu plus bas aussi. Il faut une touche de subjectivité dans les top 100. Parfois c'est le cœur aussi qui parle. Pas moi. Moi c'est toujours l'objectivité, la raison. C'est bien pour ça que, comme on l'a vu dans ton classement, très objectif. Monsieur Jason Kidd, que j'ai mis là... En fait, j'ai hâte limite d'être au prochain épisode parce que ça me permettra peut-être de caser un autre joueur qu'on pourra comparer, etc. Nos spoilers, mais bon. Jason Kidd, le joueur est extraordinaire. La carrière complète qu'a pu faire Jason Kidd,
en ayant justement notamment grandi avec dans la région d'Auckland, Gary Payton, etc. Il est un peu plus jeune, mais pas tellement. Un peu plus jeune, mais pas tellement. Beaucoup de formations avec Gary Payton, il en parle beaucoup. Vous pouvez vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment les gamins qui ont aussi grandi ensemble. South Central, c'est Auckland, Californie. Auckland, je suis bête, ouais. Auckland, avec le père de Gary Payton notamment, Mr. Mean, qui les a un peu fouettés quand ça gagnait pas, quoi, ou pas en presse tout terrain. Et donc Jason Kidd, excellent défenseur, polyvalent. Je fais dans l'ordre un petit peu parce que Jason Kidd, en fait, pareil, comme tu parles. Tu fais bien de dire excellent défenseur. C'est ça, parce que bon défenseur. Parce qu'en fait, comme tu parles de Gary Payton, par exemple, avec le trash talking, souvent. Et évidemment, on va en parler de Jason Kidd et des passes bowling et des passes contre la planche et des passes de tiens, je sais pas, je vais inventer des passes qu'on n'a pas eu depuis Magic Johnson et que même Magic Johnson n'a pas osé. Ouais, genre il ouvre les yeux et les carquilles, quoi. Exactement, genre waouh, qui est ce passeur de génie. Mais ne pas oublier que Jason Kidd, c'est plusieurs choses. Déjà, excellent défenseur, qu'il a été tôt et qu'il a été tout au long de sa carrière. On l'a vu décisif avec Dallas, avec qui il remporte son titre. Il est encore correct en défense, il est vieux. Ah bah oui, et Dieu sait s'il est utile. Allez revoir les finales de 2011. Il y a, comment il s'appelle, le mec avec le bandeau qui porte le numéro 6 à Miami. Ouais, Bonbon. Oui, c'est ça. Parfois, il est défendu par Jason Kidd et c'est une galère parce qu'en fait, le côté vétéran, je connais bien le jeu et donc je sais quels sont les angles, c'est parfait. Ouais, et en plus, Jason Kidd, souvent sous-estimé aussi, son body. Ah oui, bien sûr. Jason Kidd, quand il est derrière toi, LeBron James peut reculer, faut pas exagérer. Non, mais c'est pareil. Tu venais donner les dimensions de Gary Payton. Jason Kidd, pour le contourner, c'est relou. Parce que c'est vraiment un chubby guard, ouais, tout à fait. Et qui, en plus de ça, est très rapide. C'est-à-dire que, au milieu des années 90, quand il arrive, co-rookie de l'année avec Grant Hill, en 95, un truc comme ça. Oui, ils sont draft 94. C'est ça. Co-rookie de l'année, donc avec Grant Hill. Ouais. Pendant 10 ans, minimum, les coast-to-coast de Grant Hill, donc de Jason Kidd, donc rebond et je fonce jusqu'au panier, que ce soit pour scorer ou pour faire une passe dans le dos, c'est 2 points. C'est létal. Parce que vraiment, il n'a pas eu cette image de dragster, mais il savait très bien utiliser son potentiel max de son corps pour être le plus efficace possible. Puis la vision, quoi. Tout à fait. Le jeu de passe est absolument extraordinaire. Lui, dans la même catégorie, et c'est pour ça que, à la limite, là, quand tu mentionnais Shawn Kemp, je ne sais pas quelle carrière fait Shawn Kemp s'il n'y a pas Gary Payton. Je ne sais pas quelle carrière fait Kenyon Martin s'il n'y a pas Jason Kidd. Oh, mais Kenyon Martin, c'est quand même très en dessous de Shawn Kemp, quand même, intrinsèquement, non ? Oui. Quand même, de base. Bien sûr. Je pense quand même que Shawn Kemp sans Gary Payton, en tant que phénomène, oui, il bien aurait sûr, fait bien un sûr. peu plus, parce que Kenyon Martin, techniquement... Non, bien sûr. Et donc, Jason Kidd, en soi, quand on regarde notamment les équipes qu'il a menées, l'équipe de Byron Scott de 2003 qui mène jusqu'en finale NBA, donc quand même, ça c'est un sacré délire. En 2002 aussi, tout à fait, face aux Lakers. Bon, là, après, c'est les Lakers de Shaq et Kobe, donc t'abandonnes. Et après, il y a les Twin Towers de San Antonio, de toute façon. Et tout à fait, il y a les Twin Towers et la dernière de David Robinson, et un sympa Tony Parker français qui tient tête. Il fait des sacrées finales, hein, Jason Kidd. San Antonio, franchement, il leur fait des sacrées finales. Ah, mais bien sûr, et ça se joue à... Quelque part, ça se joue à pas grand chose. Tony, tu vois, c'est pas. Il en a chié. Après, il était jeune. Hein. Et tout à fait, Jason Kidd qui aurait dû d'ailleurs rejoindre les Spurs, pour ceux qui ne le savent pas, cet été-là, l'été 2003. Jason Kidd, Greg Popovich, Tim Duncan. Laisse tomber, bref. Mais Jason Kidd, quand on prend toute la carrière, il y a évidemment la longévité, il y a les totaux en carrière, c'est-à-dire qu'on est à 17 000 points, 12 000 passes, 8 000 rebonds. Deuxième plus gros intercepteur, le plus prolifique et à la passe de tous les temps, et à la passe aussi, derrière Stockton les deux. C'est ça. Donc Jason Kidd, quand on regarde les totaux, on est là. Quand on regarde les moyennes de la longévité et la polyvalence, on est là. Les triples doubles, il est 3ème, je crois, je dirais, all time. Ouais, enfin pas pour longtemps. Ouais, plus pour longtemps. Oui, bah il y a 2-3 copains qui vont le dépasser vu l'air dans laquelle on vit. 4ème déjà. Mais ouais, un truc du genre. Je dirais qu'il est peut-être encore 3ème, mais en tout cas il y en a plus de 120. Robertson, Magic est pas devant Kidd. Donc il y a Robertson, Magic et Westbrook. Oui, mais je crois que Kidd en tout cas est soit top 3, soit top 4. Il est loin, il est haut. Comme on l'a bien dit, cette bague de 2011 qui va aller chercher en passant de New Jersey à Dallas. Le maillot est retiré du côté de New Jersey, c'est ça. La carrière de coach, je la mets de côté parce que ça n'a pas été, pour le moment, ça n'a pas été une dinguerie et j'ai pas envie de le juger là-dessus. C'est pas si mal, mais c'est pas non plus si bien, quoi. C'est ça. Dans le classement des joueurs qui ont le plus rendu les autres meilleurs à son poste, il est très haut. C'est très très difficile d'aller le chercher. Ce qui m'empêche Kidd de le mettre plus haut, c'est il y a une vraiment très très grosse saison référence en 2003
il y a aussi d'autres bonnes saisons. Je veux dire, on n'est pas. C'est pas 2002 plutôt Ou il est pas deuxième, troisième du. Il est deuxième derrière Duncan en 2003. Ouais, c'est ça, en 2003. Dans le classement NBA. Je crois qu'en 2002, il est pas si loin non plus. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est toute la story parce que c'est l'arrivée au Nets. C'est son prime en sortant de Phoenix. Hein. Et c'est son prime scoring. Ça aussi, ça joue contre moi. C'est-à-dire que l'Apex Jason Kidd est très bien en termes de polyvalence, mais on n'est pas dans une stratosphère de superstar, je trouve. C'est-à-dire que l'impact sur le jeu est énorme. C'est scoring qui manque. Tout à fait. Mais en fait, l'Apex de Jason Kidd, c'est 18 points de moyenne. Avec évidemment toujours autant de rebonds et de passes. 11 passes et 8 rebonds. Avec 11 passes et 8 rebonds, tout à fait. Mais il me manque plusieurs saisons où je le retrouve dans le top 5 du MVP. Ce qui n'a pas été le cas dans la carrière de Jason Kidd. Il y a une vraiment très très bonne saison référence. Mais je n'ai pas le sentiment, quand je parle de Jason Kidd, et quand j'ai vu sa carrière en grande majorité, d'avoir eu quelqu'un qui était le no debate meilleur joueur à son poste, quoi qu'il, pendant vraiment longtemps, tu vois. Il y a eu souvent de la concurrence, et donc il y avait souvent un débat. Il y avait Nash. Il y a eu du Nash. Déjà, ils se sont partagés tous les titres de meilleurs passeurs là pendant. Bien sûr. Je crois qu'il y a que Reggie Miller pendant genre 10 ans. Tout à fait. Il y a eu Gary, il y a eu Tim Hardaway à ses débuts. Il y a eu aussi des gamins qui ont tenu tête. Ensuite, il y a eu tout le duel Chris Paul, Deron Williams. On était là, genre, wesh, qu'est-ce qui se passe avec Jason Kidd des Nets. Et donc, en fait, je suis obligé de le mettre dans mon top 40 parce que je pense qu'il va falloir attendre longtemps avant d'avoir quelqu'un qui est autant capable de démarrer une saison en octobre, de dire j'ai 11 gars dans mon prime, je vais essayer de les mener le plus loin possible à mon poste de meneur, ce qui n'est pas facile. Mais je peux pas le mettre plus haut parce qu'on va rentrer aussi dans des catégories où tous ces gars là, la plupart, ont fait des saisons, plus d'une saison de calibre de MVP. Et Jason Kidd a été en fait Jason Kidd a été très bon sur la durée, mais est-ce qu'il a été excellentissime sur 3, 4 ans au point de discuter avec les autres superstars? C'est scoring. J'en suis pas sûr. Oui, bien sûr. Et ça compte. On parle que de scoring là. Bien sûr, et ça compte. Ça compte énormément. Jason Kidd, s'il avait eu un shoot. Hein. Bah, ça aussi on peut en parler. Très bon travailleur qui fait qu'il a été prolifique par la suite, mais c'est Jason Kidd. Mais c'est ça qui joue sur son scoring, parce que je pense que s'il avait des pourcentages à un poil meilleur au tir, il aurait scoré tout de suite beaucoup plus. C'est ça. Et puis une part aussi d'agressivité qui va avec aussi. C'est que quand tu. C'est pas Steve Nash, il était agressif. Non, je le compare pas à Steve Nash, je dis juste qu'il était agressif, mais que si Jason Kidd, je pense, entre ce dont on a parlé, sa vitesse, sa technique, sa finition, son handle, je pense que Jason Kidd aurait pu faire allègrement des saisons à plus de 20 points de moyenne. Je pense. Bah, rebond coast to coast, il aurait déjà eu 8 points. Ensuite, il se débrouille avec les lancers francs, il développe son shoot, il aurait pu faire des saisons à 20 points de moyenne. Son shoot. Non, mais c'est son shoot, mais je suis assez d'accord avec l'analyse. Hein. Et bah écoute, magnifique. J'ai réussi à être objectif sur Jason Kidd. C'est pas mal. C'est un putain de génie. Hein. Ah, mais exactement, c'est un génie de la passe. Et si vous êtes toujours pas fait les compilations des passes. Un QI, genre. Les passes de bowling. Un vice. Les passes contre la planche, etc. C'est. Ouais, le vice. Quand même. J'ai un souvenir. Je pense que c'est le dernier truc que je voulais dire sur Jason Kidd. J'ai un souvenir de match à Atlanta où il y a Mike Woodson qui est sur le terrain, le coach des Hawks. Et Jason Kidd, on est en fin de match, il a la balle et il fait exprès de rentrer dans Mike Woodson. Oui, comme ça il y a une faute technique. Pour provoquer une faute technique et avoir lancé franc. Tout à fait. Ce qui est le summum. Il y a très peu de joueurs qui peuvent avoir ça en tête. 2 par génération. Enfin, très peu de joueurs. De savoir que tu connais les règles. Ouais, c'est des trucs à la Chris Paul. C'est la règle 14 alinéa 2, ça. C'est les trucs, mais c'est les trucs à la Chris Paul qu'il a fait où, mec, t'as pas ton t-shirt t'as pas ton maillot dans ton short, donc technique et tu gagnes le match derrière. Et après, en termes de vision et de QI, il y a des trucs complètement fous là. Moi, ce truc à Dallas là où il sauve une balle en touche et en fait il en fait une passe d'ess aveugle là. Bien sûr. Pour c'est quoi, c'est genre Haywood qui est sur le cercle, là, Brendan Haywood, ce genre de truc. C'est très peu de joueurs aussi. Et après, sont capables de faire ce genre de choses. Et après, j'avoue, ça c'est très perso et je sais que ça peut nous rentrer dans le classement de pas grand monde, mais bon, je l'affilie aux Nets, mais ce n'est pas une légende vivante d'une franchise. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec moi, avec genre le maillot de ce gars-là dans telle franchise, c'est un truc mythique. Oh bah quand même les Nets, merde. Oui, c'est bien. Oh, quand même. Il est au plafond. C'est bien. Oui, bah c'est très bien. Bah, c'est au plafond, c'est pas mal quand même. Ouais, mais j'ai pas l'impression que genre, tu vois, Jason Kidd quand il va à New Jersey, j'ai pas l'impression que c'est genre standing ovation de malade mental. Le problème de Jason Kidd, c'est qu'il laisse des mauvais souvenirs aux gens aussi. Hein. Parce que c'est aussi une tête de con. Ouais, c'est une tête de con. Oh, c'est sûr que c'est une tête de con. Là, je l'ai grave brossé, mais Jason Kidd, on parlait de sacré connard avant. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois au coaching, ça part un petit peu en vrille. Hein. Parce que je pense qu'il est compliqué à gérer, il veut ou trop de pouvoir. Le verre de coca, demander un temps mort en plus quand il te pousse. Ça, le vice est là, mais en même temps, tu tabasses ta femme. Pardon, on va changer de. Non, ça. Alors, hors terrain, en plus, Jason Kidd. Ouais. Un peu compliqué. Ouais, non, j'avoue. Donc, voilà. Alex, on va remontrer le grand tableau, je crois que c'est bon, on a fait 39 ans. Léonce, voici le tableau d'Alex qui tu nous as mis aujourd'hui en 39, 38, 37.
Elvin Hayes en 39, George Mikan en 38 et Gary Payton en 37. Magnifique, et voici mon tableau. Nous sommes donc sur les places avec le Brody Russell Westbrook en 39, James Harden en 38 et Jason Kidd, ou Jason Kidd pour les plus anciens, en place numéro 37. Dites-nous qui vous avez, vous, à ces places-là. Alex, juste par rapport au débat qu'on vient d'avoir, on a, en l'espace de 2 semaines, on a avancé vraiment Westbrook et Harden. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu notamment en discuter. Nous deux, on est d'accord sur le fait qu'on classe quand même Harden devant Westbrook. Juste devant, par contre. Hein. Mais c'est juste devant. Est-ce que l'écart est le même chez vous, ou est-ce qu'il y en a qui mettent... Sous quel principe tu mettrais par exemple un Westbrook devant Harden? Aujourd'hui, j'y arrive pas. Ouais. Et le truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils doivent un jour avoir une bague, a priori, là, ils sont partis pour l'avoir ensemble ou pas. Ouais, il pourrait être le MVP de la finale, Westbrook, sur un délire comme t'as dit. Genre... Ça peut aider. Let's go. Ça peut faire quelque chose. Si Harden n'est pas dedans et que c'est Westbrook qui te fait gagner les Rockets en finale, Tu vois, ce genre de cas de figure-là. Mais déjà, faut aller en finale. Hein, c'est ça. Ensuite, faut voir qui joue pivot. On en revient à cette question de savoir qui est le 1 et qui est le 2, entre guillemets. On a l'impression que c'est quand même Westbrook qui est le bras droit d'Harden. Disons que, en fait... ça se partage, mais bon. Westbrook est allé aux Rockets. Ça aurait été un trade différent dans l'autre sens avec Harden qui vient au Thunder. Peut-être ça aurait été l'équipe de Westbrook. Tout à fait. Tu vois, il y a un côté aussi identitaire. Maintenant, on a vu, là, on a eu une saison tronquée évidemment, mais on a quand même eu une 60aine de matchs. On a vu que il y a un côté deux têtes, il y a un côté monstre à deux têtes, je trouve quand même, qui peut être exploité, qui d'ailleurs, à mon avis, est la voie à exploiter pour Houston. Le côté monstre à deux têtes, tu les fais jouer ensemble, poste 1-2, après tu fais tourner, t'en as toujours un des deux sur le terrain, tu vois, un truc comme ça. Maintenant, dans quelles circonstances, à part les histoires d'aller en finale et d'avoir un Westbrook qui domine vraiment la finale pendant qu'Harden est un petit peu en deçà, je vois pas comment. Harden est trop fort offensivement. Harden est un meilleur technicien pour moi que Westbrook pur. Un meilleur shooter. Ouais. C'est pas un moins bon passeur. Westbrook excellent passeur, mais Harden c'est un excellent passeur également. À l'activité de Westbrook, c'est clair, est supérieure à celle d'Harden, mais ça, de toute façon, qui a une activité supérieure à Westbrook aujourd'hui, voilà. J'ai l'impression que c'est du goût et du couleur, si tu mets Westbrook un peu devant. C'est que tu apprécies trop le joueur pour... Je pense qu'avec ce que vient de faire Harden depuis 2 saisons au scoring, c'est compliqué de mettre Westbrook dedans. Je pense qu'on aurait fait ce top 100 il y a 2 ans, ça se discutait très fort. Quand il est MVP Westbrook, tu vois. Mais là, avec les dernières saisons de Harden au scoring, qui sont des saisons, je le répète, avec des chiffres absolument historiques, il y a un moment au basket, regarde, on vient de parler de Jason Kidd, il y a un moment au basket, putain, faut mettre des paniers. Et je sais, la défense, ça gagne des titres, tout ça, blablabla, faut mettre des paniers. Et donc, les meilleurs scoreurs de l'histoire sont toujours avantagés dans des histoires de comparaison comme ça. Westbrook est un putain de scoreur, attention. Pas 30 points de moyenne, mais quand même, il est en dessous d'Harden au niveau du scoring. Encore, ouais, bien sûr. Bien sûr. Je pense que ça joue beaucoup pour mettre Harden devant. Il y a eu de la confrontation, un playoff entre les deux. Quand Kelly n'était pas là, où il y a eu un premier tour de playoff, si je dis pas bêtise, entre Rockets et Thunder. C'est la saison où Westbrook met Enes Kanter et Steven Adams sur ses épaules et essaie d'y aller. C'est vrai. Houston passe. C'est avec Eric Gordon, Mike D'Antoni, tout ça, Néné même, je crois, limite en pivot, avec Capella. Mais il faudrait un espèce de cas de figure où, sur une saison régulière, Harden a un vrai gros pépin physique. Westbrook dit, c'est bon, c'est mon système ultime. Et Houston est genre top 3, enfin c'est trop chaud. Top 3 de l'Ouest avec Westbrook qui fait 80 matchs de out of his mind. C'est compliqué. Il est de plus en plus vieux en plus. Est-ce qu'il peut continuer à jouer comme ça encore longtemps, l'autre là ? La transition des deux va être hyper intéressante. Il y a peut-être plus le sentiment que Harden, il peut encore jouer comme ça plus longtemps que Westbrook, je pense. J'ai l'impression. Ouais, mais t'as l'impression aussi que peut-être l'un pourrait plus... Il y en a un qui a montré qu'il pouvait changer de rôle. Et il y en a un qui l'a pas montré. Dans une équipe ? Ouais. Westbrook a montré qu'il pouvait... Il nous a surpris là-dessus. Mentalité, au top. Avec Paul George, il a montré que genre... Il accepte un gars dans son équipe, il lâche du scoring pour que le mec se sente bien. Le mec re-signe. Bon, après, il y a trade et tout, mais ok, le mec, quand même, Paul George, il avait l'air quand même content. Oui. Ensuite, il se fait trader, il va à Houston, il arrive dans un rôle de co-superstar, parce que lieutenant Westbrook, faut quand même pas exagérer, de co-superstar, il s'adapte. C'est ça. Ça lui a pris quoi pour s'adapter ? 2 matchs ? Ouais, ça. Allez. 2 mois, ouais.
Le meilleur leader des deux? C'est qui le meilleur leader entre Westbrook et Harden? Bah ouais, c'est pour ça que je pose la question. C'est que t'as le côté... C'est deux cas tellement bizarres parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir d'instinct dire Westbrook parce qu'il y a le côté vraiment genre suivez-moi, let's go, tu vois. Et en même temps, très entêté, genre il n'y a qu'une méthode, c'est la mienne. Ouais, j'ai l'impression qu'Harden, il a un peu ce côté aussi qu'une méthode, mais il est un peu plus capable. Quoi qu'il m'a déçu plusieurs fois en fin de match quand même ces derniers temps. Je sais pas en fait. Ah bah, je pose la question. Je sais pas. J'aurais tendance à dire Westbrook, tu vois. Quand même, pour l'instant. Ouais, pareil. Quand même. Harden, il m'a gavé à continuer à faire des step back tout le temps, même quand il peut faire autre chose. Je trouve que ça, c'est un peu un côté manque de leadership pour moi. Ah ouais. Pour moi, ouais. Ok, d'accord. Moi, je pensais plus genre... Il y a un côté, genre, j'ai l'impression que des... Je sais pas, l'entêtement est pas le même. En fait, c'est assez bizarre. Après, est-ce que aussi avec un autre coach, parce que Mike D'Antoni, je suis pas sûr qu'il aide beaucoup dans ce genre de circonstances. Tu vois, là, on est en train de juger un truc très dans l'instant, donc c'est compliqué. Je pense que c'est une question qu'il faudrait qu'on se repose dans 4 ou 5 ans. Ouais, mais tu vois, là, ça me refait penser à la jurisprudence un peu Chris Paul, qui est passé par Houston. On a vu le retour de Chris Paul leader. Trompa, OKC, etc., qui montre à quel point il peut mettre une franchise dans ses popoches et dire genre, les jeunes, vous me suivez, demain c'est 7h59 à l'entraînement, et ça joue bien. Quand tu vois ce qui s'est passé entre Chris Paul et James Harden à Houston, des débuts bien, mais des frictions par la suite, après il a son caractère, il est dans Chris Paul, nom de Dieu, il a un bagage, on en a parlé quand il a été dans sa place de... Bien sûr. Mais il a des casseroles. Hein. Tout à fait, mais c'est pour ça que je te suis aussi un tout petit peu plus sur Westbrook. Moi, ce qu'il a fait avec Paul George, ouais. Ce qu'il a fait là, avec Houston, j'ai l'impression que c'est des signes pour moi de conscience collective finalement supérieure à celle d'Harden, et pour moi c'est une qualité déterminante pour être un leader. Alors que si t'arrives pas à combiner avec Chris Paul, il y a un problème quand même. Nous sommes bien d'accord. Dites-nous déjà sur cette question, Russell Westbrook, James Harden, ça y est, ils sont tombés dans le top 100 all-time. Dites-nous, vous, où est-ce que vous les mettez? Ceux qui sont nés en 2000, est-ce que vous êtes plutôt en 13e ou en 15e position? Non, est-ce que vous êtes plutôt dans les ranges 50-60? Est-ce que vous êtes sur les ranges 30-40 justement? N'hésitez pas à nous partager tout ça. Et puis nous, on se retrouvera, si je dis pas de soucis, la semaine prochaine. Bien sûr. Si je dis pas d'erreur, pardon. 36, 35, 34. Avec les places 36, 35, 34. Oh putain, on se rapproche du top 30. Il va y avoir du Hall of Famer, il va y avoir des idoles de jeunesse quand même. Bah là, c'était pour Hall of Famer, c'est que tu vas l'être, tu vois, le Westbrook Harden, quoi. Mais sinon, ça va être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Je suis bien d'accord, toutes les semaines, du Hall of Famer. On vous fait plein de bisous et passez une excellente semaine. Check du coude. À lundi prochain. Ciao. Ciao.